Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. À l'occasion de cette session de la commission RSE et ODD du CIAM, Conseil français des investisseurs en Afrique, dédiée cette fois-ci à la CSRD, cette nouvelle directive sur le reporting extra-financier qui va occuper bon nombre d'acteurs dans les mois et années qui viennent, compte tenu de son impact et de son implication. Tout cela rentre dans le cadre des grandes mutations normatives que l'on connaît depuis quelques années. Pour échanger sur le sujet, nous avons invité ce soir Swadel Ouazani du cabinet Mazars pour nous apporter cette expertise pointue que ce cabinet sait apporter, ainsi que Bertrand Desmier, qui est l'un des experts aussi des questions de reporting extra-financier et sur la CSRD. Alors, pour aborder ce sujet des mutations normatives, et si Virgile veut bien projeter mes slides, les quelques slides, eh bien, je vous propose de revenir sur un schéma qui aborde depuis maintenant une petite dizaine d'années la montée en puissance de cette juridification de la RSE, schéma que vous connaissez pour ceux qui suivent assez régulièrement les sessions de la commission RSE du CIAD, parce qu'elle illustre bien, en fait, comment est-ce que nous sommes arrivés à l'intégration progressive de cadres comme ceux des principes de l'OCDE, de l'OIT, de l'ONU, dans le droit dur et dans le droit contraignant, à la fois au travers, au bout du compte, une double porosité, une porosité de la soft law dans la hard law, avec l'intégration progressive dans des réglementations que l'on peut voir eh bien, dans la frise du haut depuis 1976 et en fait depuis quasiment 1919, la création de l'OIT, jusque ce pacte de compliance européen qui est en train de se constituer autour du Green Deal et qui reprend la loi sur le devoir de vigilance, la loi Sapin 2, un certain nombre de projets de loi aux Pays-Bas, Belgique, la loi de vigilance en Allemagne, en Norvège, et jusqu'à cette directive européenne. Ça, c'est le pacte réglementaire, je serais tendance à dire, les évolutions réglementaires, mais également dans l'iceberg, toutes les jurisprudences qui ont poussé progressivement à créer des jalons dans facteurs d'accélération de cette intégration de la RSE dans le cadre juridique et qui nous emmène, encore une fois, jusque à des éléments quasiment de judiciarisation de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, devenue juridique, au travers notamment un certain nombre de contentieux que vous devez connaître sur les questions de justice climatique ou encore de devoir de vigilance sur les droits humains, sur les droits du travail. Tout ça nous emmène au bout du compte, et c'est le slide suivant, sur une vision de cette... Alors, avant d'arriver en effet à celui-là, si on peut passer du coup au quatrième, je suis désolé, je me suis interverti mes slides. Tout ça nous emmène au bout du compte sur une approche autour de la question de la RSE au regard finalement de la dualité entre les impacts ou externalités, enjeux, effets, les impacts négatifs et les impacts positifs que l'on peut finalement traduire dans les activités économiques des entreprises à travers des impacts négatifs régulés dans lesquels on va pouvoir justement retrouver des éléments de vigilance, de conformité et des éléments volontaires qui sont aussi, et on en parlera autour de la CSRD, des facteurs d'accompagnement de la transition, voire de la transformation vers la durabilité. Mais là, après, je laisserai les experts parler sur le sujet. Et puis l'autre volet des impacts, ce sont ces impacts positifs qui sont attendus au travers des activités intrinsèques ou régulées liées à l'activité. Hein, ce sont les fameuses contributions socio-économiques bien connues par le passé, mais qui sont de plus en plus, de mieux en mieux cadrées et identifiées. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans un certain nombre d'indicateurs de la CSRD et dans les rapports d'activité. Et puis, dans ces impacts positifs, il y a ceux qui demeurent de l'ordre de la démarche intentionnelle, additionnelle et mesurable,
euh, c'est la vision de la finance à impact et ces acteurs de la finance à impact qui sont, je dirais, un cran au-dessus de la finance durable, qui cherchent à bien déterminer ce qui peut être de l'ordre de leurs impacts spécifiques liés à une volonté d'avoir un impact positif au-delà de leurs activités intrinsèques. Ce qui nous permet quand même de rentrer dans des aspects tout ça, je dirais, rentrant dans une forme d'obligation avec une conformité forte, tant au regard des enjeux de réglementation que des questions d'engagement, qu'ils soient citoyens, philanthropiques, mécénat, entreprise générative. Tout ça parce que les engagements maintenant n'engagent plus que ceux qui les écoutent et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et c'est aussi le tropisme de ces mutations normatives et des jurisprudences qui se sont développées depuis le cas Naïd-Kaski, historiquement, eh bien, qui font que les engagements doivent être suivis des faits et donc suivis en termes de conformité même si elles ne sont pas régulées, même si elles sont volontaires. Euh, voilà un peu le propos introductif avec, pour rappel, et c'est donc le slide 3 qui était mal positionné, de la complexité et des spécificités du continent africain qui portent des facteurs de risque spécifiques et des risques accrus sur un certain nombre d'enjeux ou de sujets. Des facteurs de risque que l'on connaît quand on opère sur le continent, c'est des questions d'économie informelle et de travail informel non déclaré qui portent des complexités sur le sujet, des États, on dit, à gouvernance perfectible par Pudert, pour expliciter justement parfois leurs manquements, les lourdeurs de formalités administratives, les faiblesses en termes de ressources humaines des administrations en charge du suivi. On a en fait un certain nombre d'enjeux que l'on connaît, dont on sait que eh bien, les enjeux de déficit de législation ne facilitent pas la bonne conformité au regard de cadre européen. Certaines caractéristiques socioculturelles également, comme notamment le non-respect des libertés d'association ou de représentation syndicale qui ne sont pas une priorité. Voilà, tous ces éléments-là sont là pour venir, je dirais, nourrir de complexité des cadres normatifs qui changent et notamment celui de la CSRD, de la prochaine à venir, ex-DPEF, si on peut simplifier le propos, déclaration de performance extra-financière, qui, et c'est bien évidemment Bertrand qui m'a soufflé à l'oreille, est en passage en Conseil des ministres sous peu, le 6 décembre, a priori, pour une transposition d'ici fin décembre, 9 décembre comme annoncé, mais probablement un laps de temps entre le 9 et le 31 décembre. Voilà la dernière année, j'aurais tendance à dire, la déréglementation européenne qui aboutit, qui atterrit, et, euh, et qui préfigure d'autres règlements à venir, comme le règlement de biodiversité ou encore taxonomie sociale, qui seront autant d'enjeux complexes à créer. Voilà pour un propos introductif rapide, succinct, j'aurais tendance à dire, et je vais tout de suite, si vous en êtes d'accord, passer la parole et les slides à Swad pour qu'elle puisse nous partager ce qu'est cette CSRD, ces petits points de spécificité et de complexité, avec les petits tropismes spécifiques au continent africain qu'elle a pu su déceler, avant de passer ensuite à Bertrand et à un jeu de questions-réponses. Swad, the floor is yours, comme le dit si bien notre président de la République. Oui, bonsoir. Est-ce que vous voyez bien les supports? Tout à fait. Très bien. Donc, je vais essayer L'idée ici, c'est de vous présenter rapidement la CSRD, qui reste une directive qui est assez riche, assez globale, avec beaucoup de choses, mais que vous puissiez avoir les éléments clés euh, de cette nouvelle réglementation. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans cette réglementation et de commenter ce qu'on a dans cette diapositive, deux mots sur la genèse. La CSRD en fait est liée et la conséquence de la politique environnementale très ambitieuse de l'Union européenne, le Pacte vert
le Green Deal européen, le pacte vert, qui a comme ambition de transformer complètement les modèles économiques et les modèles de production et de distribution économique. Et donc pour ça, ça suppose, d'orienter tous les financements, des investissements massifs et donc d'orienter les financements vers les activités durables, et deux, de pouvoir mesurer les performances, les trajectoires, et donc d'avoir un langage normé, des standards de mesure de la performance sur ces sujets-là, pour pouvoir effectivement vérifier la bonne atteinte des objectifs qui sont dans cette politique environnementale de l'Union européenne. Et toutes ces réglementations qui vous ont été présentées en introduction, en fait, elles sont liées à ça. Quand on parle de orienter les financements vers les activités durables, il faut d'abord commencer par les définir, et la taxonomie, ce n'est que ça en fait. C'est un règlement qui liste les activités durables vers lesquelles l'Union européenne souhaite flécher les activités des entreprises et les financements des banques, des assureurs, des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs. Et quand on dit qu'on veut transformer tous les modèles de production, transformer l'économie, il faut définir ce cadre de transformation et, comme j'ai dit tout à l'heure, mesurer, définir un langage commun de mesure de la performance. Et là, c'est là que la CSRD entre en jeu. Et la CSRD, c'est ça, c'est ce cadre. Elle définit le cadre des transformations qui est recherché, visé par l'Union européenne, et elle introduit des standards de reporting, comme il existe aujourd'hui des standards pour le reporting financier, les normes internationales reconnues homogènes, les normes IFRS. Eh bien, il y aura, la CSRD introduit les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, qui sont l'équivalent des IFRS, mais pour les données environnementales, sociales et de gouvernance, les données qu'on appelle données ESG. Donc, cette directive, il y a plusieurs nouveautés qu'elle a introduites. Elle vient bien sûr remplacer la précédente directive qui existait. Le reporting existait déjà. Certains d'entre vous sont peut-être soumis à l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière, une DPEF, en France. C'était lié à la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, qui est entrée en vigueur en 2014, et la CSRD vient remplacer cette NFRD. En termes de nouveautés, de changements apportés, au-delà du fait qu'on change de paradigme, on a aussi un élargissement du champ des entreprises concernées. La CSRD va venir augmenter significativement le périmètre des entreprises concernées. D'abord en baissant les seuils. Vous voyez, on vous a mis sur la droite de la diapositive les seuils à partir desquels un groupe est concerné. On voit que c'est 2 à 3, à partir du moment où soit c'est une entité d'intérêt public, ou alors ce n'est pas une entité d'intérêt public, mais un grand groupe qui dépasse 2 des 3 seuils qui sont affichés. Et vous voyez que ces 3 seuils sont plus bas, et en tout cas pour ceux qui sont déjà soumis à la DPEF, mais ils sont nettement plus bas que ceux de la NFRD. Par exemple, la DPEF était obligatoire pour les entreprises de plus de 500 employés. Là, on passe à 250. La CSRD s'applique aussi aux PME cotées, à l'exception de celles qui ont moins de 10 employés. Et autre grande nouveauté, autre grand changement de paradigme, elle s'applique aux entreprises non européennes, donc les entreprises africaines, qui auraient au moins une succursale et une filiale en Europe et réaliseraient plus de 150 millions de chiffres d'affaires au sein de l'Union européenne. Donc, il y a une extraterritorialité qui est nouvelle dans les réglementations européennes, qu'on retrouve dans d'autres mécanismes réglementaires européens, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est aussi cette même logique d'extraterritorialité. Donc, premier point, on élargit le champ des entreprises concernées et les entreprises non européennes, et donc les entreprises africaines, certaines d'entre elles seront concernées aussi directement. Deuxième point, c'est ce que j'avais dit, c'est d'introduire des normes de reporting, les ESRS, donc des standards qui sont, en plus de venir normer la façon de compter, la façon de mesurer, ils sont surtout plus détaillés, on demande plus d'informations que ce qu'on demandait jusqu'à présent. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, nous accompagnons pas mal de grandes et petites et moyennes entreprises qui sont soumises
à cette obligation et qui s'y préparent. Et on voit que quand elles analysent leurs écarts entre ce qu'elles ont et les attendus réglementaires, elles sont elles sont à moins de 50% de taux de conformité. Même des grands groupes qui ont une pratique ancienne du reporting. Donc il y a plus d'informations qui sont demandées. Autre point important à avoir en tête, c'est que la CSRD, ce n'est pas juste un cadre de reporting, c'est vraiment un cadre de transformation, toujours lié avec l'objectif global que je vous ai expliqué en introduction, à savoir contribuer à changer les modes de production, les modèles économiques pour permettre à l'UE d'atteindre ses objectifs environnementaux. Et donc, dans les normes ESRS, on n'a pas juste des indicateurs qui sont demandés, pour lesquels qu'on demande aux entreprises de communiquer, on demande également aux entreprises de communiquer sur leur alignement avec des politiques ou parfois même des trajectoires, par exemple la trajectoire de décarbonation, qui sont jugées par le législateur comme étant nécessaires à la soutenabilité des activités économiques. Donc, en gros, sur, par exemple, le thème climat, pour vous donner un exemple concret, la norme ESRS E1, c'est celle qui traite du climat, la E1, elle va demander aux entreprises de dire s'ils ont défini des objectifs de réduction de leurs gaz à effet de serre alignés avec les objectifs des accords de Paris. Donc, elle fixe déjà, quelque part, elle fixe un cap et elle demande aux entreprises de dire si elles sont ou pas alignées avec ce cap. Est-ce qu'elles ont des plans de transition climatique qui intègrent, qui ont bien quantifié tous les leviers de décarbonation, qui les ont quantifiés, qui ont mesuré, et pour lesquels il y a des ressources financières et humaines qui ont été mises en place, enfin voilà, il y a un certain nombre de points qui sont précisés, c'est très précis. Donc, est-ce qu'elles ont bien un plan de transition tel qu'il est défini par la norme? Et l'entreprise, elle dit si elle a ou si elle n'a pas, et si elle n'a pas, est-ce qu'elle prévoit d'avoir? Donc voilà, donc ça va. Intéressant Ouais, de voir que cette dimension est également intégrée dans la CS3D sur le oui, devoir de vigilance et que là, on va exactement. au-delà de l'indicateur permettant justement la transition, la transformation des entreprises sur le sujet. Il y a une obligation à gérer ce risque puisque pour le coup, c'est vraiment une directive de gestion du risque pour la CS3D, pour la directive de devoir de vigilance, là où on a une directive d'accompagnement de la transformation quand on pense à la CS3D. Donc il y a des passerelles très fortes qu'il ne faut pas oublier. Je dirais même qu'il y a une anticipation de la CS3D par la CSRD, puisque Oui, la première étape pour se conformer avec la CSRD, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité qui revient en fait à identifier, selon une méthode qui est définie par les normes ESRS, les sujets importants pour l'entreprise, soit parce que ça représente des sujets pour lesquels elle a un impact sur la société et l'environnement importants, positifs ou négatifs, ou alors des sujets qui sont porteurs de risques ou d'opportunités significatifs pour l'entreprise, avec des conséquences financières importantes. Et dans cette phase-là, en fait, euh, on, ils ont intégré ce qui est demandé dans la CS3D en termes de méthode d'identification des risques et de gestion de ces risques. Donc oui, il y a une anticipation de cette directive à venir sur la vigilance autour de sa chaîne de valeur, de sa chaîne d'approvisionnement. C'est anticipé. Mais ce qui est important de retenir, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, dans ce texte, il n'y a pas juste des indicateurs, il y a aussi des politiques, des processus comme le contrôle interne autour de ces notions de durabilité. Il y a des demandes par rapport à la gouvernance. Comment est-ce que la gouvernance intègre des sujets de durabilité? Est-ce que c'est pris en compte, regardé, validé? Il y a un élargissement des responsabilités du comité d'audit en matière de durabilité. Euh, c'est une politique complète et c'est comment dire, un texte complet et c'est un texte par la manière dont il est pensé, parce qu'il se concentre principalement sur cette question de j'identifie mes impacts, mes risques et mes opportunités majeures en matière d'environnement, de social et de gouvernance. Je mets en place des politiques qui sont considérées comme des politiques de résilience, de performance et qui aident à renforcer la compétitivité des entreprises dans un monde qui change, un monde qui devient plus complexe et plus incertain. C'est un véritable outil qui a été pensé pour
pour aider les entreprises à réfléchir sur leurs vulnérabilités et sur les opportunités nouvelles que présentent aussi ces sujets ESG. L'autre point qui est important à avoir en tête, c'est l'audit de ces rapports de durabilité. En France, il est obligatoire pour tous les pays en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant cela, l'audit n'était pas obligatoire. C'est chaque pays qui a choisi ou pas de le rendre obligatoire. En France, ils avaient choisi de rendre obligatoire les rapports, l'audit des DPEF. Là, tous les pays appliqueront cette règle. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Et en plus, la CSRD précise qu'à partir de 2028, les exigences de l'audit de ces rapports augmenteront puisque elle précise qu'on passera en assurance raisonnable. Le terme assurance raisonnable renvoie vers le niveau d'audit que fait un commissaire aux comptes sur les états financiers. Aujourd'hui, les DPEF sont audités avec des démarches d'audit qui sont en fait moins exigeantes et moins poussées que ce que fait un commissaire aux comptes sur les états financiers. Demain, c'est toujours avec la CSRD, ce sera toujours le cas jusqu'en 2028 et à partir de 2028, on basculera sur un audit, un niveau d'audit qui est en fait celui que met en œuvre le commissaire aux comptes sur les états financiers, avec des responsabilités du comité d'audit des entreprises qui sont élargies à ce rapport de durabilité. Donc, ils auront les mêmes responsabilités qu'ils ont sur l'audit financier, sur les rapports financiers. Eh bien, ils les auront aussi sur concernant le rapport de durabilité et l'audit de ce rapport de durabilité. Et dernier point, qui est aussi un vrai changement majeur introduit par ce texte, c'est que le rapport de durabilité doit être publié dans un format digital imposé. Pour ceux d'entre vous qui sont des EIP, vous faites déjà un reporting ESEF. Donc, en fait, il s'agit d'un format imposé par l'Union européenne où on vient taguer quelques informations, enfin des informations clés dont la liste est définie par l'Union européenne. On vient les taguer de manière à permettre une lecture automatique de ce rapport. Et tout ça est soumis sur un site spécifique de l'Union européenne. Donc un format digital, là où avant, on n'avait pas cette obligation-là. Il y a une langue de travail? Pardon? Il y a une langue de travail, il y a une langue obligatoire? Ça peut être Non, non. la langue nationale ou Ah oui, bien sûr, non, non, il n'y a pas de langue imposée, non. Non. pas de langue imposée? D'accord. Euh, voici l'architecture des normes ESRS. Il y a deux normes transversales qui définissent les informations. La première, la ESRS 1, contient les exigences générales de reporting. Donc, il n'y a pas d'exigence de communication. Ça donne les règles pour définir le périmètre, comment on calcule la qualité de l'information, etc. C'est assez proche des exigences en matière de reporting financier. La norme ESRS 2 définit les informations générales que l'entreprise doit communiquer sur son modèle d'affaires, sur la manière dont les questions de durabilité sont intégrées dans sa stratégie, sur la manière dont les sujets de durabilité sont intégrés au niveau des organes de gouvernance, sur les résultats de son analyse de matérialité, à savoir les risques, les impacts, les risques et les opportunités importantes qu'elle a identifiées dans ce processus d'analyse, et puis sur sa chaîne de valeur et sur la manière dont elle assure la connectivité entre ce reporting de durabilité et le reporting financier. Ensuite, il y a une dizaine de normes thématiques. Donc, en plus du principe d'extraterritorialité, il y a l'intégration de la chaîne de valeur Oui. jusqu'au champ ou jusqu'à la mine. Alors, c'est pas. Oui, il y a effectivement l'intégration de la chaîne de valeur, notamment sur la partie d'identification des risques, impact et opportunités majeures, et pour les émissions de gaz à effet de serre. Pour les autres thèmes que vous voyez ici, pollution, protection des ressources aquatiques, sur les employés, c'est demandé uniquement pour les actifs, à l'échelle de l'entreprise.
Et jusqu'où aller dans sa chaîne de valeur, là, ça fait partie des zones de flou du texte qui n'ont pas été actées. Donc aujourd'hui, les entreprises, en tout cas celles, quand on voit, quand on regarde les acteurs avec lesquels nous travaillons ou qu'on discute avec nos confrères, c'est plutôt une approche pragmatique qui est retenue. On retient, on va dans la chaîne de valeur là où il y a vraiment des gros enjeux. Donc on essaie de s'arrêter là où on a, jusqu'au niveau où on a pu couvrir les gros sujets qui se posent et les gros Ouais. problèmes pour lesquels il faut être vigilant. On traite Qui les enjeux engagent, avérés. exactement. Et puis, ou potentiels, mais qui pourraient être importants, impactants pour la réputation, qui auraient des conséquences financières ou même des conséquences en matière de continuité d'exploitation de l'entreprise. Donc les 10 thèmes, les 10 normes thématiques sont sur des thèmes sont applicables à tous les secteurs, mais avec des thèmes voilà, assez spécifiques. Ces thèmes sont étroitement liés avec les grands axes de la politique environnementale de l'Union européenne ou la politique sociale de l'Union européenne. Et sur la partie environnement, pour ceux d'entre vous qui sont déjà soumis à la taxonomie, vous retrouverez également les objectifs, des fameux objectifs de la taxonomie. Et il y aura à terme des normes sectorielles qui vont sortir et qui vont identifier des informations complémentaires à publier par des secteurs d'activité particuliers. Ils en ont identifié 10 qui sont prioritaires, qu'on vous a mis en bas, enfin en note de bas de page. Mais pour l'instant, ils ont pris pas mal de retard sur le sujet. Juste un dernier point, c'est donc le point sur l'extension de la responsabilité des organes d'administration et de direction. La CSRD introduit une responsabilité collective pour ces organes de veiller à ce que le reporting soit établi conformément aux exigences et à l'obligation de balisage électronique, qu'il donne des informations sincères et qu'il soit audité conformément aussi aux exigences. Par ailleurs, il faut noter qu'en fait, il y aura, tout comme le reporting financier, les personnes responsables au sein des entreprises, celles qui sont responsables de l'information, devront être clairement identifiées par leur nom et fonction et certifier que le rapport, que l'information de durabilité incluse dans le rapport de gestion a bien été établie conformément aux normes SRS et aux exigences relatives à la taxonomie. Exactement la même logique qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à des directeurs financiers de certifier concernant les informations financières. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cet alignement avec le reporting financier. Je note également un point de convergence, toujours avec la CS3D, hein, qui est plus le sujet que je traite plus spécifiquement, sur la notion de responsabilité des différents comités. Et ça, c'est un point important, parce que ça veut dire qu'il va falloir faire un travail, je dirais, d'éducation et de formation et d'information très régulière de ces comités sur ces deux enjeux, sur ces deux normes, pour qu'ils soient au fait et ne soient pas pris en responsabilité ultérieurement. Exactement. Je pense que... Ah non. Dernier point, oui, c'était sur l'audit. Toujours, on est sur cet alignement avec l'audit financier. Donc, on a parlé des deux niveaux d'assurance. Entre 2024 et 2028, il y aura, on sera sur une assurance plutôt similaire à ce qui se fait aujourd'hui, donc un niveau d'audit plutôt plus léger que ce qu'il y a pour les états financiers. En 2028, on passe à un niveau d'audit similaire à celui des commissaires aux comptes, ce qui soulève la question de l'environnement du contrôle interne. Les commissaires aux comptes s'appuient sur le contrôle interne de l'entreprise pour pouvoir émettre leur rapport. Et donc, à partir de 2028, il sera nécessaire d'avoir un contrôle interne autour de ces données-là. Et c'est d'ailleurs déjà demandé dans les normes SRS. L'une d'entre elles demande: est-ce qu'il y a un contrôle interne autour de ces sujets et comment est-ce que l'entreprise prévoit de le développer? Il y a des nouveaux standards qui seront développés et l'enjeu pour les entreprises, effectivement, c'est de choisir par qui elles se feront vérifier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Très bien, enfin, très intéressant et très clair. On voit la convergence aussi hein, attendue par l'Union européenne sur ces enjeux et sur les approches. Je pense on traitera les questions ultérieurement. Je vais laisser maintenant à Bertrand le temps de partager justement sa vision hein, sur euh, la façon finalement dont cette directive va atterrir, le degré de préparation des entreprises et les points de complexité euh, que ces entreprises peuvent rencontrer. Et merci Bertrand, beaucoup, Pierre Samuel. Merci, Swad. euh, En fait, là, ce que j'ai voulu faire, c'était un petit point à date. J'ai recensé, dans le cadre de ma veille, les derniers éléments contextuels qui vont permettre de voir un petit peu où en sont les entreprises dans la mise en œuvre de la CSRD pour celles qui sont bien évidemment soumises. puisque, puisque Les tu en premiers éléments, parles, Puisque pardon, tu en parles, j'encourage tout le monde à suivre ta veille quasi quotidienne sur LinkedIn, puisque tu partages énormément d'analyses sur ces sujets et sur ces enjeux, et que c'est très très riche d'enseignements. Voilà, c'est bien, merci une beaucoup. assise promotionnelle. Hein. Le sujet du jour, c'était CSRD, la ruée des startups vers ce reporting de durabilité. Euh, donc, la première étude que vous connaissez, bien sûr, hein, mais c'était l'idée de recenser un petit peu les faits saillants, celle du MEDEF faite avec EY et Deloitte sur 100 entreprises du SBF 120, enfin, en fait 98 plus EDF et Decathlon. La double matérialité, comme Swad l'a évoqué tout à l'heure, c'est le socle de la CSRD. C'est un élément incontournable. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que sur ces entreprises qui sont déjà assujetties pour 100% d'entre elles à la DPEF, elles ne sont que 14 finalement à avoir anticipé en publiant volontairement une analyse de double matérialité selon les axes attendus par la CSRD, à savoir la matérialité d'impact et la matérialité financière. 14 entreprises également déclarent le nombre de sites implantés dans des environs de zones de biodiversité sensible, qui est une exigence de la CSRD. Ce que je peux constater là-dessus, c'est que euh, sur la biodiversité, par exemple, dans le cadre de la veille quotidienne que je fais, pour vous dire, septembre-octobre, j'ai dû publier 35 posts sur la CSRD. Bien, les posts que je rédige sur CSRD et biodiversité sont ceux qui rencontrent le moins de résonance. Alors, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que c'est un sujet vraiment clé. Mais c'est un sujet clé sur lequel les entreprises sont aujourd'hui un peu en difficulté, me semble-t-il, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été pris en compte peut-être au niveau des risques, mais pris en compte au niveau des opportunités et des impacts, beaucoup moins. Pour vous dire, parmi les entreprises qui ont publié à ce jour une analyse de double matérialité de façon tout à fait volontaire, j'ai en tête une entreprise que je ne citerai pas, qui est une entreprise qui a fait un document universel d'enregistrement de 500 et quelques pages, qui a beaucoup de contenu, c'est très riche. J'ai relevé plus de 240 occurrences biodiversité, hein, sur 500 et quelques pages, 240 fois la biodiversité à voix au chapitre. En revanche, eh bien, on ne voit qu'un indicateur qui d'ailleurs n'est pas un indicateur, c'est un objectif qui est de former 100% des collaborateurs à la biodiversité. Donc on voit là une difficulté, hein, sur cette prise en compte de la biodiversité. Et puis sur la double matérialité, il y a aussi, je dirais, certainement une difficulté. Pour les entreprises qui sont habituées, parce qu'elles étaient assujetties depuis la loi NRE au reporting RSE, il y a non seulement des équipes dédiées, vous êtes là aujourd'hui pour en témoigner, mais il y a aussi des lignes budgétaires dédiées. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour bon nombre d'entreprises de taille intermédiaire, eh bien, peut-être certaines ont fait des politiques RSE. Alors, plus rarement, ce sont celles qui ont fait des politiques RSE dotées d'indicateurs clés de performance. Et peu nombreuses sont celles qui ont fait des analyses de matérialité à ce jour. Donc, on peut dire que peu d'entreprises de taille intermédiaire ont des lignes budgétaires aujourd'hui prévues à cet effet. Ça veut dire que c'est quelque chose de complètement nouveau pour beaucoup d'entre elles.
Maintenant, je vais vous prendre comme autre exemple un rapport très récent publié par le Boston Consulting Group. 1850 entreprises dans 18 secteurs, 23 pays, qui représentent quand même 40% du total des émissions mondiales. Alors, on voit que là, 10% des entreprises seulement, selon cette étude, calculent précisément leur empreinte carbone. Le mérite qu'il y a effectivement à produire, publier ce type d'études, c'est que là, effectivement, on prend à l'instant T 1850 entreprises qui veulent bien répondre et ça nous donne un état, je dirais, des forces en présence. On le sait, tout à l'heure, soit nous le rappelait, avec la CSRD, on doit prendre en compte la supply chain, ça veut dire qu'on doit prendre en compte euh, le scope 1, scope 2 et scope 3 des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait bien qu'aujourd'hui, même pour des entreprises qui étaient assujetties, soumises à la DPEF, bien souvent, le scope 3 était oublié. Le scope 3 aujourd'hui doit être pris en compte avec l'évolution réglementaire française, mais on a quand même encore bon nombre d'entreprises qui n'ont pas encore tout à fait réalisé ces scope 3. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler, à refaire un point sur la CSRD, sur un des éléments de la CSRD. On a vu que la CSRD, c'était 1178 points de données. 1178 points de données qu'on pourrait dire, bah, tiens, c'est formidable, on va les encapsuler dans un tableur Excel, ce que je ne recommande pas, dans une solution logicielle, mais quand bien même il s'agirait d'une solution logicielle dédiée, ce n'est pas parce qu'on va par exemple introduire un des éléments, quel combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers consommez-vous? Une fois qu'on a posé cette question, je parle sous contrôle de soi, dans son rôle de vérificatrice, si on ne cite pas précisément quels sont ces combustibles sur l'ensemble des filiales, avec donc, je dirais, un taux de couverture conséquent qui soit représentatif de l'entreprise, eh bien, on ne répondra pas au sujet. Donc ça veut dire qu'il faudra créer un questionnaire qui va parler de propane, de butane, de pétrole brut, de fioul domestique, d'essence, en précisant quelles sont les essences prises en compte, E10, E85, etc. Le gazole donc routier, non routier, et éventuellement autre, si tant est qu'avec ce que je viens de vous évoquer, on n'est pas tout balayé. Donc ça fait partie des éléments quand même qui sont assez nouveaux pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Alors, c'est très intéressant pour faire une petite focale ou une petite incise, pour le coup africaine. Quand on connaît en effet la complexité à obtenir sur le continent africain, des bilans carbone suffisamment solides et robustes sur le sujet, si en plus, quand en plus il va falloir tenir compte de la nature des carburants utilisés sur le continent, on va arriver à des points de complexité, puisqu'on sait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes typologie de carburant entre l'Afrique et l'Europe, hein, soit je renvoie à ton expertise africaine, hein, très très forte. Voilà, je pense qu'on va commencer à s'arracher un petit peu les cheveux sur ces sujets ou sur ces questions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un point qui est très important à prendre en compte. C'est-à-dire que, encore une fois, avoir 1178 points de données, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Si je prends par exemple aujourd'hui les 5 SRS dédiés à l'environnement, le SRS S1, le SRS gouvernance, on va arriver allègrement à plus de 600 indicateurs, 600 indicateurs compris dans des questions qui vont permettre de donner du contenu, de donner du sens. Et dès lors, finalement, que l'on va, pour les nouvelles entreprises soumises à la CSRD, faire des questionnaires où l'on va avoir des contributeurs dans tous les continents, et là singulièrement sur le continent africain, si l'on a effectivement des filiales, des sites qui n'ont pas l'habitude de collecter ces données parce qu'on ne leur demandait pas, et qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, la CSRD, l'esprit de la CSRD, ce n'est pas de produire un reporting annuel, c'est-à-dire un reporting de conformité, moi ce que j'appelle un reporting rétroviseur. Comme nous le rappelait Swad tout à l'heure, il s'agit, la CSRD ne nous dit pas que le reporting est une fin en soi. La CSRD, c'est un levier de transformation des entreprises
pour s'engager dans la transition écologique et sociale. Et dès lors, on parle de performance, de durabilité, et dès lors, on n'est pas dans du reporting annuel. On est sur du reporting qui sera mensuel, bimestriel, et qu'on reportera au niveau du board et qu'on repartagera ensuite au niveau des directions de zone, direction Afrique, direction de certaines filiales, de certains métiers. Et là, ce sont des éléments qui vont être nouveaux, qui requerront beaucoup de pédagogie. Au-delà de se doter d'une solution logicielle, il y a de la pédagogie à expliquer pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on en attend, et comment ensuite on va embarquer les lignes de management et toutes les équipes dans le pilotage de ces données. Donc, vous voyez, très souvent, parce que nous, on aime bien, les consultants, on a notre jargon, on aime bien parler de changement de paradigme, mais pour le coup, oui, là, c'est un vrai changement de paradigme. On n'est pas du rapport annuel, on est dans du pilotage des trajectoires sur lesquelles on va demander aux entreprises de s'engager. Donc, c'est quand même quelque chose de très récent. Et Alors, par rapport à cela, une question du coup qui m'interpelle. Est-ce qu'il y a une capacité de transposer, d'adapter légèrement ces points de données à des spécificités continentales telles que celles du continent africain? il ne s'agit pas pour moi d'adapter le point de données en fonction des contingences locales, mais il s'agit surtout de prendre en compte les contingences locales. C'est-à-dire que lorsque je vais effectivement, il y a des choses qui sont simples. Quand on est par exemple sur un autre continent, comme le continent américain, la tonne américaine n'est pas la tonne qu'on utilise. Les métriques ne sont pas les mêmes. Donc à un moment donné, il faut être en capacité de pouvoir effectivement collecter les mêmes métriques pour qu'on s'y retrouve quand on va consolider. On va avoir des taux de conversion, on va avoir des taux d'émission, des facteurs d'émission, pardon. Donc là-dessus, il faut être le plus pointu, le plus précis possible. Donc l'idée étant vraiment de se dire, mais qu'est-ce que finalement, au niveau de l'ensemble de mes entreprises, je vais pouvoir avoir comme typologie de données à collecter? Et ça nous renvoie, par exemple, à des questions que nous appelons, nous, des questions conditionnantes. Euh, Rien n'est plus difficile, je dirais, pour les sites, les filiales qui sont loin du siège, de devoir répondre à des questionnaires qui ne les concernent pas. Si j'ai un site de trading et qu'on commence à demander au site de trading à répondre à des questions concernant des déchets dangereux, alors que bien évidemment ils n'ont pas de déchets dangereux au niveau du site de trading, ben, on les désespère un petit peu, on leur donne l'impression qu'on n'a pas vraiment compris leur métier et qu'on ne se préoccupe pas vraiment de la réalité du terrain. Donc, ce qu'il faut finalement par rapport à ta question, Pierre Samuel, c'est en amont, après cette analyse de double matérialité, mesurer les écarts existants, par exemple avec les indicateurs que l'on a à disposition dans l'entreprise, et de voir quels sont les indicateurs demain qu'il faudra collecter, et de voir quelles sont les questions à poser pour que tout à chacun puisse bien le comprendre. Donc ça nous ramène à je suis présent en Afrique francophone, eh bien, ok, j'ai des questions en français. Je suis présent en Afrique anglophone, j'ai des questions en anglais. Et pareil pour les autres clients. Il faut être au plus près, je dirais, de la réalité du terrain pour s'assurer qu'on va vraiment répondre euh, correctement aux questions et permettre à l'entreprise de faire un reporting qui lui permette non seulement de répondre à l'exigence réglementaire, de faire en sorte que les vérificateurs comme Mazar soit satisfait et accorde comment dire, une vérification avec une assurance modérée aujourd'hui et raisonnable demain. Alors, là, un autre éclairage, une étude qui a été publiée récemment, j'aurais pu d'ailleurs quand même également mettre des éléments de la très belle étude que Mazar a faite. Là, j'ai pris celle de Baker Tilly. Je l'ai pensé très fort. Oui, Tu as oui, dû mais voilà, m'entendre penser. soit si tu as deux ou trois éléments complémentaires, je te laisse Non, non, mais très bien bien. évidemment les mettre en exergue hein, et je réintégrerai cela dans cette présentation. Chez Absolument. Baker Tilly, nous dit CSRD, 57% des répondants, vous voyez, 300 entreprises européennes estiment n'avoir que peu ou pas de connaissances du sujet. OK. 31% des entreprises interrogées n'ont jamais mené d'analyse de leur risque ESG. Seulement 16% ont déjà réalisé une analyse de double matérialité. 37% des répondants ont commencé à interroger les parties prenantes, parmi lesquelles 4% seulement les ont pleinement impliquées.
Donc, vous savez, il y a des entreprises qui ont répondu à la DPEF pendant 5 ans et qui ont fait des analyses de matérialité sans prendre en compte les parties prenantes. Or, aujourd'hui, dans le cadre de l'ESRS 2, on nous donne un mode opératoire qui est complété par un draft euh, sur la mise en œuvre de la double matérialité qui précise bien que les parties prenantes doivent être prises en compte, impliquées. Et là aussi, ça veut dire avec un bon niveau d'intervention pour avoir des parties prenantes qui soient en capacité de pouvoir répondre et évaluer les enjeux qui sont matériels ou non. Sur les données, j'en ai un peu parlé tout à l'heure au sujet du changement climatique. Ça, c'est quand même très, très interpellant. 9% des entreprises considèrent que leur système de reporting USG est prêt, ou presque, pour la CSRD. 9% sur 300 entreprises européennes qui auront à répondre à la CSRD demain. À l'inverse, plus de 6 entreprises sur 10, 62%, c'est exactement ce que l'on obtient avec l'étude Tenaxia. Tenaxia a publié cette année sa 11e étude sur les pratiques de reporting et rapport RSE. On est à peu près sur le même chiffre. 62% estiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas, et 62% qui utilisent encore Excel. Alors, bien évidemment, vous pourriez me dire que je suis suspect d'une grande, grande subjectivité, puisque Tenaxia est à la fois un cabinet de conseil HSE, RSE, ESG, mais aussi un éditeur de solutions logicielles, de plébisciter l'usage d'une solution logicielle. De manière plus objective, je dirais que ça fait quand même des années que la comptabilité des entreprises se fait avec des logiciels dédiés, et qu'au regard aujourd'hui des attentes finalement de la CSRD, où je reprends les mots du président du groupe de travail de l'EFRAG, ancien président de Mazars, de Rambourg, qui nous dit que l'entreprise doit aujourd'hui marcher sur les deux jambes financières et extra-financières, partie de Combourg, pardon. Pour ce faire, il faut vraiment être en capacité d'avoir effectivement une solution qui soit en capacité de véritablement collecter les informations, les fiabiliser, les agréger, les analyser, les piloter et les publier, et en garantir la parfaite auditabilité. On voit donc qu'on est quand même assez loin du sujet avec les chiffres de cette étude. Et puis enfin, 35% des répondants qui collectent encore leurs données ESG sans processus de contrôle interne et 20% n'ont pas mis en place de procédure de collecte de données. C'est la raison pour laquelle certainement on peut lire que très fréquemment les entreprises de taille intermédiaire se disent qu'avec l'arrivée des DAF, eh bien, on va avoir peut-être effectivement des processus de collecte beaucoup plus sûrs compte tenu de leur expertise en la matière. Moi, je dirais qu'il y a aussi quand même bon nombre d'entreprises aujourd'hui qui, au niveau des directions RSE, pratiquent depuis maintenant de nombreuses années le reporting avec des protocoles. Un protocole, c'est donc un processus de reporting, mais c'est aussi des définitions très très claires, avec des formules très très claires, et qui leur permettent de le faire dans de bonnes conditions. Pour quasiment terminer, là, c'est l'étude Tenaxia, donc faite sur 122 entreprises européennes, double matérialité, 32% qui l'ont faite, 41% qui le prévoyaient en 2023, 27% en 2024. Pour être tout à fait transparent avec l'auditoire, je dirais que là, ce sont des entreprises qui répondent volontairement. Donc, on peut aussi penser que certaines sont un peu best in class et de ce fait que 32% aient déjà fait leur analyse, me semble effectivement démontrer qu'on avait là des entreprises assez best in class, si je compare cela avec les 14% du SBF 120 mentionnés par le MEDEF, EY et Deloitte. Ce qui me semble intéressant quand on parle de pilotage, c'est les données les informations que vous pouvez voir sur ces deux infographies. Fréquence de pilotage et KPI, direction, comité exécutif. Donc on voit qu'il y a pas une progression surtout, mais bon, on voit quand même que les choses s'améliorent bien. Mensuellement, eh bien, vous pouvez constater que on est passé de 7% en 2022 à 12% en 2023. Donc on voit là un reporting qui est plus présent, on est beaucoup plus dans le pilotage stratégique, j'ai envie de dire. Trimestriellement, là aussi, une très forte progression. Et puis les bonnes nouvelles, effectivement, eh bien, c'est de constater que semestriellement et annuellement,
on a là un très, très, très net recul de la part, effectivement, des entreprises qui remontent de manière beaucoup plus fréquente les KPI, et ça va vraiment bien dans le sens, je dirais, de la CSRD aujourd'hui. Et puis, il y avait une autre information que vous trouvez ici sur la part des KPI associés à des objectifs quantitatifs. Et bien là aussi, on voit une vraie progression qui montre que les entreprises qui ont répondu à notre sollicitation sont si ce n'est en avance de phase, en tous les cas, sont bien préparées pour s'engager vers la CSRD. Et c'est des infographies qui montrent aussi peut-être les écarts avec l'existant actuel d'un certain nombre d'entreprises. Les bénéfices et opportunités, bon, vous aviez ceux de la DPEF, meilleur ancrage de la RSE dans l'entreprise, 82%, meilleure implication de la direction générale sur les sujets RSE, 76%, le pilotage de la performance, DPEF, ok, 56%, l'amélioration de l'image de l'entreprise, 38%, puis l'amélioration de la relation avec les parties prenantes, 35%, l'alignement des visions internes, pour 33%, et puis la possibilité d'être intégré à un indice boursier ESG, MSCI, etc. Sur les opportunités de la CSRD, donc là, on est dans du prospectif, 62% pour attirer des clients, donc là, on est clairement dans le B2B, se démarquer des concurrents, 48%, fidéliser les salariés, 41%, améliorer le dialogue avec les parties prenantes, 34%, attirer les talents, 34%, attirer les investisseurs, 24%, et attirer les financements indexés auprès des acteurs bancaires, notamment 21%. Pour clôturer ma présentation, le dernier slide, non, l'avant-dernier. Bon, petite prédiction de Forrester, qui m'a fait un peu sourire, mais Forrester, le cabinet Forrester s'est livré à des prédictions pour 2024, il y en avait 5, et le titre de cette prédiction concernant la CSRD, à la bourre tu sauras. Et donc, seulement 20% des entreprises du champ d'application respecteront la date limite de présentation des rapports au titre de la directive CSRD. Ça nous montre peut-être aussi qu'il y a aujourd'hui encore pas mal de travail à faire. Pour terminer mon propos et laisser la parole à Samuel, et puis vous laisser la possibilité d'interagir avec nous, c'est pas fiche dans le marbre, hein, c'est, je dirais, des éléments pour essayer de partir du bon pied, pour se préparer à une CSRD qui soit transformative, qui ne soit pas simplement une CSRD de réponse à une pure conformité. Bah, c'est bien évidemment prendre connaissance de l'acte délégué, de prendre connaissance des 12 CRS, mais aussi des drafts des points de données, de la double matérialité et de la supply chain. C'est de mesurer les écarts avec l'existant. Alors sur ce point, pour être utile à nos auditeurs et à toutes les entreprises, si vous avez un lien vers un document maître de l'acte délégué accessible en français, pédagogique, et qui ne soit pas une Bible de 700 pages, n'hésitez pas à le C'est partager. 278, Pierre, c'est moins ambitieux, c'est 278 pages en français aujourd'hui. En revanche, les 3 drafts que j'évoque sont en anglais. Ouais. Je pourrais renvoyer le draft vers l'acte délégué en version française. Alors, un petit point quand même là-dessus, les traducteurs ne nous ont pas facilité la tâche parce que chez Mazar, comme chez Tenaxia, je parle sous le contrôle de Souad, comme chez tous nos consoeurs et nos confrères, on parle de double matérialité et pas de double importance. En langue anglaise, dans le texte, c'est double materiality. Ils ont cru bon traduire ça par double importance, ce que personne n'emploie. Et même, il y a vraiment la traduction en français. Nous, on conseille à tout le monde de lire les normes en anglais, hein, parce que la traduction, il y a Oui, parce qu'il y a effectivement des traductions un peu approximatives. On nous parle de parties intéressées plutôt que de parties prenantes. Bon, c'est un peu dommage. Alors ça, c'est ennuyeux, ça. Donc, oui, elles sont absolument moins claires en français qu'elles ne le sont en anglais. Il y a même parfois des contresens. Oui. Oui, parce que sur le continent africain, en zone francophone, il y a une certaine maîtrise de l'anglais, mais elle n'est pas non plus, elle reste perfectible. Comme la mienne, hein, d'ailleurs. La mienne, moi, j'ai arrêté d'étudier des directives européennes il y a une quinzaine d'années. Depuis, j'ai perdu mon anglais.
Mais c'est un point de complexité, ça. Oui, bien sûr. Alors après, faire l'analyse de double matérialité, une étape clé, hein, de la mise en œuvre de la CSRD avec un maître mot, la robustesse de la méthodologie mise en œuvre, des données, eh bien, établir un protocole de son futur reporting de durabilité avec des procédures à appliquer, des définitions, calcul des indicateurs à fournir, se doter d'une solution logicielle dédiée qui permettra de faciliter la collecte des données, les fiabiliser, etc. Puis bâtir sa roadmap parce qu'on est vraiment dans une logique transformative. Moi, j'ai conclu mon propos, peut-être que soit à l'aune de l'étude que Mazar a fait, vous voulez peut-être ajouter 2 ou 3 points que l'étude mettait en perspective. Non, enfin, en fait, les études relèvent à peu près les mêmes messages, donc non, je ne ferai que redire ce que tu as dit. On est aligné avec ce qui sort dans les autres études que tu peux présenter. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, ces deux interventions étaient très claires. On va pouvoir rentrer dans un jeu d'échange questions-réponses. Il y a déjà une question de l'audience, du public, que je vais partager tout de suite, si cela vous convient bien. Je la lis en direct, comme ça, l'un, l'autre ou les deux pourront répondre. Comment peut-on vérifier que les entreprises, après leur analyse de double matérialité, reportent bel et bien l'entièreté des informations ECRS nécessaires à leurs activités? Car seuls les ESRS S2 sont obligatoires. Car seuls ESRS les... 2. ESRS 2. Oui, seule la oui, ESRS 2. C'est le SRS 2, puisque le SRS S2, ce sont les travailleurs de la chaîne de Ouais. valeur. Mm. Donc on est sur le CRS 2 qu'évoquait tout à l'heure Souad, à qui je laisse la Oui, parole. pas de problème. Enfin, ce qui se passe, c'est que tous les cabinets d'audit se sont outillés avec des grilles qu'on utilise pour accompagner nos clients dont nous ne sommes pas, parce qu'on a une double casquette audit et conseil. Donc, quand on n'est pas commissaire aux comptes des clients dont on est conseil, on les aide à faire une étape clé de la mise en conformité qui est l'analyse des écarts entre les exigences réglementaires et ce qui existe, ce que l'entreprise a comme politique indicateur. Et donc, en fait, les auditeurs, quand ils vont être dans leur rôle d'auditeur, donc pour les clients dont ils sont auditeurs et pas conseils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord regarder comment l'entreprise a mené son analyse de double matérialité. Est-ce qu'elle a bien respecté l'approche méthodologique préconisée par les normes? Est-ce que les sujets qui ressortent comme matériel leur paraissent être les bons sujets? Est-ce qu'ils ont bien intégré les parties prenantes? Est-ce qu'ils ont une bonne vision des parties prenantes? Est-ce qu'ils les ont bien intégrées dans le processus d'analyse? À partir de là, ils vont procéder en utilisant leurs propres outils de gap analysis, d'analyse des écarts. Ils vont procéder à la réconciliation entre des sujets qui ressortent matériels par l'entreprise et les exigences des normes. Ils vont comparer ça avec la liste des normes sur lesquelles communique l'entreprise et voir si effectivement il n'y a pas des trous dans la raquette. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai l'impression, si Antoine peut répondre en direct et commenter sa question en disant oui, ça me convient, ou je reste sur ma faim, ben écoute, Antoine, the floor is yours. Réponse d'Antoine en direct, tout à fait, merci. Bon. Euh, quels, euh, quels objectifs de transformation en fait sont sous-tendus par cette nouvelle réglementation? Je ne sais pas, Bertrand, tu veux répondre ou tu veux que Là, je réponde? on est sur la CSRD, avec principalement la taxonomie et la SFDR, sont là effectivement pour permettre de flécher les investissements vers les activités les plus durables, donc les entreprises les plus durables. Donc on est dans une logique aujourd'hui d'amener via l'analyse de double matérialité les entreprises à s'engager vers un modèle d'affaires durable. Un modèle d'affaires donc qui permette aux entreprises de s'inscrire dans la transition écologique. On est sur le climat, effectivement, accord de Paris, mais sur la biodiversité, l'eau, la pollution, si ces éléments sont matériels. Et puis, bien évidemment aussi, tout ce qui concerne le social.
Donc, on est dans une logique transformative, l'idée étant de dire que les entreprises qui se dotent d'un modèle d'affaires durable seront durables parce qu'elles trouveront, grâce aux yeux des investisseurs, elles seront en capacité de pouvoir attirer les meilleurs talents, de satisfaire aux exigences des ONG, etc., etc. C'est donc, je dirais, moi, ce que j'ai un petit peu regretté et ce que j'ai essayé de commenter dans les posts quotidiens que j'ai pu publier sur la CSRD, c'est que on a bien vu, on l'a encore vu aujourd'hui, je voyais qu'une de nos consoeurs avait été convoquée au Sénat et on l'a tout de suite au Sénat, on lui a demandé de répondre à des questions qui venaient nourrir un titre comme quoi la CSRD était beaucoup trop complexe. Et on a bien vu effectivement des acteurs, des fédérations, je dirais, qui sont dans leur rôle en disant que on est sur un pensum, on est sur du fardeau administratif, et ça vient malheureusement, je dirais, gommer cet aspect transformatif parce que c'est vraiment l'esprit. Et on en revient même aussi, quand on a traduit en France la NFRD en déclaration de performance extra-financière, je pense que toujours avant de regarder la lettre, il faut en revenir à l'esprit. On était vraiment dans l'esprit d'engager les entreprises dans la mesure de leur performance extra-financière. Et là, on passe, je dirais, de la RSE en silo à une RSE qui devient stratégique, qui est intégrée dans les décisions et les actes, comme d'ailleurs l'ISO 26000 nous invitait à le faire, au niveau de la direction générale de l'entreprise, au niveau des équipes de management et de toutes les collaboratrices et les collaborateurs. Donc, qui soient également pilotés. Moi, si je devais compléter, je dirais que il y a pour moi trois axes qui font que cette directive est transformante. Elle est transformante parce que de par ses préconisations, de par le fait qu'elle demande aux entreprises d'être comment dire, d'être transparents sur leur niveau d'alignement avec un certain nombre de bonnes pratiques, quelque part, même s'il n'y a pas d'obligation à faire, elle crée un cadre incitatif très fort à faire, même s'il n'y a pas d'obligation à faire, je le répète. Et donc, elle le fait à trois niveaux principalement. D'abord, la gouvernance. Elle est transformante parce qu'elle pousse à ce qu'on intègre les sujets de durabilité au cœur de la stratégie, au cœur de son mécanisme d'identification des risques. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, la quasi-totalité des entreprises ont des cartographies des risques opérationnels. Ces cartographies, quand elles, donc c'est comment dire, c'est c'est un must-have, c'est vraiment comment dire, oh là là, je permets, fin de journée. Une obligation pour les entreprises, finalement, pour C'est leur pas une business, obligation, mais disons qu'il n'y a pas obligation de d'entreprise. métier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un minimum pour toute entreprise aujourd'hui que d'avoir une cartographie des risques opérationnels. Je ne connais pas C'est un d'entreprise prérequis. qui... Un prérequis, voilà. C'est un prérequis. Je ne connais pas d'entreprise qui ne fonctionne pas sans cartographie des risques opérationnels. Dans la majorité des cas, ces cartographies des risques opérationnels n'intègrent pas les sujets environnementaux et sociaux. Or, aujourd'hui, ce n'est pas juste une question d'engagement. On bascule dans un monde plus incertain, plus complexe, avec des sujets ESG qui ont des impacts directs, et on le voit dans le dur, en matière de continuité d'exploitation, en matière de résilience et de performance financière. Et Donc ça, c'est le premier axe. c'est une obligation juridique depuis la loi Pacte, parce que la modification de l'article 1833 oblige à prendre en considération les impacts sociaux et environnementaux. C'est le Mais premier aujourd'hui, niveau de la vigilance. quand on regarde les cartographies des risques, franchement, il y a très peu de sujets environnementaux et sociaux et pas aussi structuré et professionnalisé que le demande la SR. Donc premier axe, pourquoi elle est transformante? Parce qu'elle pousse à intégrer la durabilité au cœur de son dispositif d'identification de gestion des risques, au cœur de sa gouvernance et au cœur de sa stratégie. Et à se poser la question de mon modèle économique est-il toujours pertinent dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer.
Deuxième axe, pourquoi c'est transformant? Parce que sur quelques sujets clés qui sont aujourd'hui des sujets à impact fort pour les entreprises, elle précise un certain nombre de politiques qui constituent des nécessités pour la résilience de l'entreprise. Sur le climat, elle demande à ce que l'entreprise ait fait son plan d'adaptation aux effets du changement climatique. Ça, encore une fois, aujourd'hui, une entreprise on a des exemples, nous, de clients qui nous ont dit, l'été dernier, j'ai dû alimenter mes usines au Brésil avec des bidons d'eau. Il y a des acteurs dans le secteur. J'ai des clients, moi j'ai des discussions actuellement avec des clients que nous accompagnons sur leur adaptation aux effets du risque climatique, voilà, dans le secteur du luxe ou dans le secteur qui sont en train de mener les analyses et de se rendre compte que la filière du Cachemire, la filière, telle ou telle filière, dans 5, 10, 15 ans, il y aura des problématiques d'accès à certaines ressources naturelles critiques en lien avec les effets du changement climatique. Donc, premier sujet, le changement climatique. Là, le stress hydrique. Sur ça aussi, la CSRD, elle demande aux entreprises de cartographier leur exposition dans leurs opérations dans les zones de stress hydrique, de cartographier leur exposition à ce risque de stress hydrique. Et ça, c'est aujourd'hui une question opérationnelle pour les entreprises. On a eu cet été des collectivités locales qui ont réfléchi à arbitrer l'usage de l'eau. Est-ce que je laisse l'eau pour les villes, pour l'agriculture ou pour l'industrie? Troisième sujet sur lequel elle pousse à ce que l'entreprise analyse sa vulnérabilité et mette en place des actions de résilience, c'est la biodiversité et la dépendance aux services écosystémiques. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de matières premières où il y a des questions sur la disponibilité de ces matières premières à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est le deuxième axe qui, pour moi, fait qu'elle est transformante. Le dernier axe de transformation, et c'est ce que disait Bertrand, c'est le renforcement de la professionnalisation de la mesure de performance. Ça ne vient à l'esprit d'aucune entreprise de ne pas avoir un tableau de bord avec un certain nombre d'indicateurs financiers qui permettent de piloter son activité avec des indicateurs, des agrégats financiers. C'est pareil, aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets ESG, comme les sujets de consommation d'énergie. Aujourd'hui, c'est même plus une question de transition climatique, c'est juste une question de bottom-up, en fait, de marge. Quand on voit ce qui se passe avec les coûts de l'énergie, sur la consommation d'eau, pareil, quand vous êtes en situation de stress hydrique, pilotez votre consommation d'eau de manière prospective et pas, comme disait Bertrand, avec un exercice où en fait vous faites le bilan de ce qui s'est passé sur l'année, ça devient un enjeu de performance. Donc c'est pour ça que je trouve que cette directive est non seulement transformante, mais doit être regardée comme un véritable outil de renforcement de la compétitivité des acteurs européens. Ok, très clair. By the way, sur les grilles utilisées notamment par les cabinets, elles sont normées, elles sont déposées, ça reste la propriété des cabinets ou justement il y a un haut comité en charge de s'assurer justement qu'elles suivent bien l'essentiel des process. Même Aujourd'hui, si chaque cabinet doit apporter sa spécificité, son point de vue. Aujourd'hui, chaque cabinet a développé ses propres grilles, on va dire, de gap analysis. Après, il sera du ressort de la responsabilité. Je reprécise que un cabinet comme Mazars, enfin tous les cabinets d'audit et de conseil, quand ils donnent une attestation, d'assurance sur un reporting qui soit financier ou de durabilité, engagent leur responsabilité. Et donc après, c'est
à chaque cabinet qu'il revient de s'assurer que sa grille lui permet de protéger, de se protéger, de protéger sa responsabilité. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des cabinets. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a au sein de la CNCC, qui est la Commission nationale, le Conseil national des commissaires aux comptes, dont on fait partie avec tous nos confrères, il y a des groupes de travail sur la taxonomie, sur la CSRD, où nous alignons nos positions. On se met d'accord sur une interprétation de manière à pouvoir donner la même réponse à tous les acteurs sur ce qui, parce qu'il y a beaucoup de zones de flou, notamment sur la taxonomie, et il y a des arbitrages que font les entreprises, et après, c'est à leur commissaire aux comptes d'accepter ou pas ces arbitrages. Euh, Parce que l'enjeu là derrière, c'est que s'il y a un désaccord entre le commissaire aux comptes sur la taxonomie, par exemple, et l'entreprise sur l'arbitrage qui a été fait, ça peut in fine être une irrégularité par rapport à la loi qu'il est obligé de signaler. Et donc, on est obligé d'être cohérent avec nos confrères et que voilà, de se dire d'être tous sur la même ligne sur ce qui constitue une irrégularité à signaler versus ce qui constitue quelque chose qu'on peut tolérer parce que ça reste de l'ordre de la tolérance et on sait que c'est pas facile et que ça ne remet pas en cause comment dire, la sincérité de l'information qui est communiquée. Ok, très bien. Juste parce que j'aime bien être précis par rapport à notamment les attentes des auditeurs et des futurs visionnaires hein, de ce webinaire. Pour rappel, en quoi les filiales des entreprises européennes, françaises, européennes, sont concernées et leurs partenaires de rang 1, voire au-delà? Alors pour moi, il y a deux choses, effectivement, et c'est un point important que tu soulignes, hein, Pierre Samuel, c'est vraiment, et c'est deux niveaux. Quand on est un acteur non européen, on peut être concerné soit parce que, comme on l'a dit en présentation de la CSRD, on a des filiales ou des succursales et on réalise plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne. Là, il va se passer plusieurs choses. D'abord, vos filiales en Europe, eh bien, elles vont devoir se conformer, elles sont soumises à titre individuel. Si vous avez des filiales qui dépassent les seuils, elles sont soumises à titre individuel. Euh, donc, elles devront commencer à communiquer dès 2024 ou 2025 selon les dates qui s'appliquent selon leur taille, selon leur situation, pardon. En tant que groupe non européen, il y a un petit peu plus de temps, c'est qu'à partir de mémoire 2026 ou 2027 que l'obligation entre en vigueur pour les groupes non européens. Et cette fois-ci, ils devront communiquer sur la base de normes SRS qui seront spécifiques aux groupes non européens qui sont en train d'être développés, mais ils devront communiquer sur l'ensemble de leur périmètre, pas uniquement les filiales européennes, sur l'ensemble de leur périmètre, même les activités en dehors de l'Europe. Et là, il y aura deux options. Soit ils choisissent de permettre à leur filiale européenne de bénéficier de l'exemption, et il faudra donc qu'ils communiquent selon les normes ESRS applicables aux entreprises européennes. Et à ce moment-là, leurs filiales n'auront plus besoin de faire les reportings à titre individuel. Soit ils décident de rester sur les normes ESRS applicables aux groupes non européens, et donc eux, les maisons mères, feront leur reporting à l'échelle de tout le groupe. Et les filiales européennes qui dépassent les seuils devront donc faire le reporting selon les normes ESRS applicables aux entreprises européennes. Ça, c'est si vous êtes concerné directement. Après, quand vous êtes un acteur africain, vous pouvez être concerné parce que vous êtes dans la chaîne de valeur d'un acteur européen. Et ce qui va se passer, et vous devez certainement peut-être le voir déjà, pour ceux d'entre vous qui sont dans cette situation, c'est qu'en fait, votre client, votre partenaire financier, il aura besoin de vos informations pour calculer ses propres indicateurs. Pour son émission de gaz à effet de serre, par exemple, il aura besoin de vos émissions de gaz à effet de serre. Certaines banques, enfin voilà, certains indicateurs, les indicateurs taxonomiques des banques, des fonds d'investissement sont liés aux indicateurs taxonomiques qui sont publiés par les sociétés non financières. Et donc, à partir de là, ils vont donc solliciter, on voit déjà aujourd'hui les sollicitations qui se renforcent en matière de donnez-moi l'empreinte carbone de vos produits, votre empreinte carbone, quels sont vos impacts négatifs sur l'eau, etc. Enfin voilà, il va y avoir des sollicitations de la part de vos clients ou vos partenaires sur un certain nombre d'indicateurs. Ok, super. Très clair sur les implications. Une question de l'auditoire. Euh,
Et sur le volet social, dans les pays à risque, comment cela sera-t-il géré vis-à-vis des attentes des parties prenantes et de la réglementation? Et quand on dit Et là, par cela, rapport c'est à ça, ça me rappelle un peu la formulation de la question que tu avais tout à l'heure, Pierre Samel, sur les adaptations de CRS. Aujourd'hui, si les différentes thématiques sociales apparaissent comme étant matérielles, il faudra rendre compte sur la base des indicateurs à produire, des points de données, comme je l'évoquais tout à l'heure, les transformer en questionnaires qui permettent de collecter ces données. Donc, je dirais que toutes les thématiques sociales matérielles, que l'on soit en France, que l'on soit au Bénin, que l'on soit au Maroc ou ailleurs, l'entreprise, elle est française. Si je prends l'exemple d'une entreprise française ayant des filiales en Afrique, eh bien, on va demander effectivement sur les thématiques matérielles de bien vouloir en rendre compte. Et je dirais que là, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse de santé-sécurité, qu'il s'agisse de diversité, il y a des questions qui seront posées et auxquelles les différents sites, les filiales auront à répondre. Et ensuite, ça sera agrégé. Après, il appartiendra à l'entreprise de pouvoir présenter ces différents éléments en fonction de la réalité de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de taux de couverture. C'est vrai que on a pu voir au tout début du reporting RSE des entreprises qui étaient un peu en difficulté pour aller collecter des données dans des pays tiers parce que justement, dans les pays où les entreprises étaient installées, je pense à l'Amérique du Sud, je pense à l'Afrique, je pense sur certains pays asiatiques, les données n'existaient pas parce que finalement, elles n'étaient pas exigées par la réglementation locale. Et comme on n'exigeait pas des filiales étrangères qu'elles reportent les données, au début, ça a pu poser un certain nombre de problèmes. Donc, effectivement, j'en reviens à la nécessaire pédagogie amont pour pouvoir expliquer pourquoi on demande ces éléments, comment collecter les informations, comment renseigner les informations, les données. Ok, bon, ça répond un peu à la question plus ouverte que j'avais envie de vous poser sur les complexités dans la mise en œuvre de ce reporting compte tenu des complexités africaines. Est-ce qu'on peut bénéficier de votre retour d'expérience sur le sujet, puisque Swad, vous avez beaucoup opéré sur le continent, Bertrand, tu as vu suffisamment de choses. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous considérez que ce sont des points d'alerte, des points d'attention, des points de complexité qu'il convient un peu de recenser, de lister, de partager maintenant auprès de nos audiences? Swad, euh, je complète? oui, je réfléchis. Non, je dirais effectivement le point d'attention, c'est la complexité, la nécessité de maîtriser les normes SRS. C'est quand même là, on passe vraiment un cap en matière de professionnalisation du reporting. Et donc, il y a un vrai besoin de renforcement des compétences et des capacités en matière de reporting, de fiabilisation de l'information, de contrôle interne sur les données de durabilité. Euh, donc aujourd'hui, vous avez des communautés contrôle interne euh, euh, qui sont plutôt sur les sujets financiers. Il faut les faire évoluer sur les sujets non financiers pour qu'elles puissent élargir le dispositif de contrôle interne sur ces questions-là. Puis vous avez certainement des communautés reporting de RSE et il faut les faire monter en compétence sur les sujets les nouveaux sujets des normes, sachant, dans un cadre, sachant voilà, qu'en Afrique, il y a un véritable enjeu autour de la Du middle compétence management. de middle management, exactement. Or, on est en plein dans le middle management et il y a des difficultés à recruter des profils middle management. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est un vrai enjeu. La pénurie des profils disponibles, compétents sur ces sujets-là et le fort besoin de renforcer les capacités de vos équipes en place. Et l'autre sujet, je pense, et ça, je pense Bertrand en parlera mieux que moi, c'est la question des outils et de la fiabilisation de ces données. Oui, On est effectivement, l'idée du législateur, c'est de faire évoluer
ce reporting au même niveau de professionnalisme et de fiabilité que le reporting financier. Donc, ça vous donne, vous voyez, quand on dit ça, on voit un peu le chemin qui reste à parcourir en matière d'outils et sur ces reportings-là, entre ce qui existe aujourd'hui en termes d'outils pour ce reporting et ce qui existe pour le reporting financier. Et je dirais que pour moi, c'est vraiment les deux grands enjeux que je vois. Est-ce que je pourrais effectivement, en complément, dire que dans la mesure des écarts, notamment après l'analyse de double matérialité, qui va déterminer les enjeux sur lesquels on aura à répondre, sur lesquels on aura à s'engager au travers des trajectoires, par exemple sur le climat, on voit mal comment S1, quand bien même tout le contenu des dessin ne serait pas jugé matériel, comment les entreprises pourront s'affranchir finalement de ces données, compte tenu du fait qu'elles seront sollicitées notamment par les acteurs bancaires, par les investisseurs sur le contenu de ce S1. Maintenant, je crois qu'effectivement, dans la mesure des écarts, post-analyse de double matérialité, pardonnez-moi, il va y avoir à essayer de bien identifier les indicateurs présents. Présents en France, quand on n'était pas soumis jusqu'alors à la DPEF, et puis présents dans les différentes filiales africaines. Et dès lors qu'on va, je dirais, bien prendre conscience effectivement de l'écart, on va prendre conscience de l'existence, et ça sera tant mieux, d'un certain nombre de données. On s'apercevra peut-être par là même que quand bien même ces données existeraient, on va peut-être avoir un certain nombre d'incertitudes sur les personnes les plus à même de les collecter. Donc on en revient à cette notion de protocole, comprenant un processus de collecte, qu'on identifie bien les personnes qui sont les propriétaires de la donnée, les plus en capacité de répondre. Et puis il faudra vraiment, tout à l'heure je disais faire preuve de pédagogie, c'est vraiment être très 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 précis les questions que l'on pose pour avoir des réponses pertinentes et essayer d'anticiper sur les difficultés que l'on pourra avoir sur les données qui n'existent pas et qu'il faudra produire demain. Parce que l'évolution de l'assurance modérée en assurance raisonnable fera qu'à un moment donné, le vérificateur ne pourra plus se satisfaire en fait d'indisponibilité des données. Une phrase un peu récurrente qu'on a pu observer pendant quelques années sur les réglementations françaises auxquelles on a été confronté, article 225 de la loi Grenelle 2 ou la DPEF. Ok, je t'ai moins bien entendu sur la fin, mais je pense que le sujet est clair. Écoutez, il est 19h03. Je ne sais pas s'il y a encore des questions de la part de l'audience, mais j'ai l'impression qu'on a fait déjà un joli tour. Donc, si le sujet est tari, hein, c'est ce qui, je ne pense pas soit le cas, mais enfin bon, on verra quelles sont aussi les évolutions liées à la transposition à venir. Il me reste en fait à vous remercier tous. Tout d'abord, bien évidemment, Souad et Bertrand pour vos interventions expertes, hein, et des contributions qui, je l'espère, ont permis d'éclairer les acteurs sur ces questions, sur ces enjeux, sur ces mutations normatives. Et puis à l'audience du jour et à venir pour la rediff, eh bien, d'avoir suivi ces éléments. Je pense que le lien de replay sera diffusé à l'ensemble des inscrits avec les présentations des différents intervenants. Et par extension, la discussion reste ouverte. Les coordonnées de chacun seront de toute façon accessibles. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.